Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous investissement responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous nous intéresserons au label ISR, ce label ISR qui se transforme. Vers quoi allons-nous? Quelle sera la réforme du label ISR? Nous recevrons dans un instant pour en parler Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au capital investissement ou private equity. Dans quel type d'entreprise investissent les fonds de private equity et globalement, que font-ils de l'argent investi par les particuliers lorsqu'ils investissent dans des sociétés? Deux questions que nous poserons à Claire Chabrier, présidente de France Invest, mais aussi à Eddy Mizrahi, président de Apax Partners. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Quelle réforme du label ISR? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement donc responsable ou à impact de Smart Patrimoine. C'est une question que nous allons poser à Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est pas la première fois que vous venez, hein. On avait déjà échangé ensemble à propos des critiques qui étaient faites au label ISR. Depuis, effectivement, le label ISR se transforme. Il y a quelques pistes qui sont explorées, même si rien n'est acté pour le moment. On voulait faire un petit point d'étape avec vous, comprendre quelles étaient les pistes qui étaient explorées. On peut lire à droite à gauche qu'on pourrait imaginer une sorte de label ISR à tiroir. Est-ce que c'est effectivement le cas? Et où est-ce qu'on va? Et même savoir s'il y a peut-être un calendrier de défini. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Michel Papalardo, sur le sujet? Alors, je finirai peut-être par le calendrier. Parce bien sûr, bien entendu, il y a un calendrier. Gardons la date pour la fin, Sinon, très bien. Ça pourrait durer longtemps. Écoutez, on a approfondi les points sur lesquels on avait prévu de travailler. On en a trouvé d'autres. D'accord. Vous le dites, il y a des critiques, donc on les écoute, on essaye de comprendre comment faire mieux, avec toujours la même exigence, être plus exigeant. D'accord, oui. Ça c'est clair, et être plus lisible. Hein, puisque le monde de la finance durable, responsable, s'est beaucoup développé, s'est diversifié. Oui. Donc la place forcément du label dans l'ensemble, elle est aussi en train de changer, ce qui est normal et ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, c'est-à-dire que même la place du label est en train d'évoluer par rapport au rôle qu'il avait initialement. Il faut prendre ça en compte. Oui, dans un premier temps, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la finance responsable, donc on était plutôt dans l'idée de comment on les embarque. Bien sûr, de faire de la pédagogie, de l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus responsable, etc. Bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de fonds qui travaillent sur ces thématiques et qui disent qu'ils sont responsables. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être, nous, plus exigeants, pour les emmener, pour être plus efficace, en fait. Hein, et pour offrir une certaine garantie, finalement, de ce qu'on appelle finance durable quand on est un fonds, est réellement de la finance durable, par exemple, au sens où on entend le label. Mieux ce que ça signifie, et que quand on est labellisé, on donne l'assurance réellement qu'on a fait un effort spécifique par rapport à beaucoup de gens qui en font ou qui disent qu'ils en font. Voilà. Bien sûr. Donc forcément, 6 ans plus tard, les choses sont à regarder. Je précise tout de suite, notre objectif, c'est pas d'avoir plus de fonds labellisés, ni plus de montants labellisés, parce que ça, c'est facile. Il suffit d'être pas exigeant, justement. D'accord. Voilà. Donc là, l'idée, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux. Voilà. L'objectif, c'est pas un objectif de résultat, bien entendu. On aimerait bien qu'une fois qu'on a un label plus exigeant, on ait encore plus de gens qui y viennent. Hein. On l'espère, mais c'est pas le premier sujet. Le premier sujet, c'est effectivement plus de confiance, plus de clarté et donc pour ça, plus d'exigence. Alors, et ça nous conduit à nous poser beaucoup de questions. D'abord, j'insiste sur le sujet, sur ce point, à ne pas changer la nature du label. Hein. C'est bien un label responsable de finances durables. Ce n'est pas un label climat. Parce que je vois beaucoup de critiques sur le thème. C'est effectivement en la termes grande de critique. climat, mais ça n'est pas un label climat. Voilà. Il y a des labels comme Greenfin qui visent clairement un objectif climat, pas que, mais un objectif climat. Le label ISR, c'est un objectif global, hein, c'est une transversalité sur E, S et G, y compris social, et sur l'environnement, sur
tous les aspects environnementaux. Voilà, donc on ne va pas changer la nature du label. D'accord. Ça, c'est une chose. Par contre, on va le rendre globalement plus exigeant. Donc, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on règle le curseur pour que ce soit mieux que ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? Le principe de base, c'est d'exclure les 20% des entreprises les moins bien notées en ESG. D'accord. Donc, on a plusieurs moyens d'augmenter l'exigence. Au lieu d'en enlever 20%, on en enlève 30%. D'accord. On reste sur la même stratégie, mais on enlève encore plus de mauvais élèves. Mais on se pose des questions. Voilà. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on met des notes minimales pour être sûr que, en tout cas, on est bien à l'équilibre et qu'il pourrait y avoir des notes éliminatoires? D'accord. Un seuil d'exigence minimum pour être... En plus du fait d'enlever les mauvais. D'accord. Oui. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on enlève donc les 20% les plus mauvais dans leur secteur d'activité, mais il n'y a pas d'exigence minimale à respecter vis-à-vis d'une stratégie... Si c'était tous mauvais, par exemple, vous enlèveriez les 20% très, 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 très mauvais. Mais vous auriez toujours des mauvais. D'accord. Voilà. Donc là, il y aurait peut-être un seuil. C'est une question qu'on se pose. C'est très simplifié, hein, oui, mais c'est pour qu'on comprenne bien la logique. Un autre sujet, toujours dans la même idée, c'est est-ce qu'on fait des exclusions? Est-ce qu'on exclut des secteurs? C'est une question qu'on se pose bien entendu nous aussi. Certaines caractéristiques de fonds, certains secteurs. Voilà, ça c'est aussi une question. Ça peut être un moyen d'aller vers l'exigence. Donc le sujet est sur la table, parce que j'avais cru comprendre qu'il avait été que du coup le sujet de l'exclusion. C'est pas notre préférence a priori. D'accord. On s'interroge plutôt, parce que c'est un peu le pendant sur le thème de la transition. Oui, c'est ça. C'est-à-dire d'accompagner les entreprises qui sont dans les fonds pour aller vers quelque chose de plus exigeant sur les trois piliers dans un délai de quelques années. Voilà. Donc ça fait partie des questionnements. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment entre les mains pour faire ces choix. Parce que c'est bien gentil d'avoir des visions théoriques idéales, mais si on n'a pas l'information pour faire les choix, encore faut-il la donner. On ne va pas y aller. Donc ça fait partie vraiment un des cœurs des sujets. Il y a un deuxième sujet qui est la double matérialité, c'est-à-dire aujourd'hui, on est plutôt uniquement bien sûr, il y a des tas de fonds qui sont labellisés, qui vont au-delà du label. Je le dis tout de suite parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais en tout cas, dans le label, aujourd'hui, on cherche à vérifier qu'effectivement, les entreprises qui sont dans les fonds, qui sont financées par les fonds, se tiennent compte des trois dimensions. Ça, c'est une chose. On ne s'intéresse pas forcément encore suffisamment de savoir si elles ont un impact nuisibles, qu'elles sont, comme on dit aujourd'hui, nuisibles pour l'une ou l'autre des dimensions. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il va falloir qu'on intègre. Il ne suffit pas d'être bon sur le S si jamais on est mauvais sur le E pour compenser. D'accord, c'est ça la question que vous posez. Voilà, notamment, et là aussi, on peut considérer qu'il y a peut-être des choses qui sont éliminatoires. Et on a notamment cette réflexion parce que, comme vous le savez, il y a les textes européens qui sont venus aussi depuis mettre... de l'ordre ou du désordre, on ne sait pas trop. En tout cas, à amener une vision commune pour tous les pays européens. Nous aider à réfléchir à ce qu'on voudrait faire et à ce qu'on doit faire tous ensemble. Et dans ce cadre-là, il y a cette notion de ne pas être nuisible sur telle ou telle dimension. Et donc, ça va nous obliger, parce qu'on veut bien entendu être en cohérence avec SFDR, article 8, article 9, etc. Donc, à regarder ce point-là et à savoir comment on le prend en compte. Qu'est-ce qu'on a encore comme grand sujet? On a une question que je n'avais pas en tête à l'origine, mais qui est importante, qui est est-ce que tous les fonds sont labellisables, au sens gestion passive, gestion active? Est-ce qu'on peut notamment appliquer un des piliers du label, qui est le pilier de l'engagement actionnarial? D'accord. Le label, c'est un label de process, puis comme je vous le disais à l'origine, c'est pour expliquer ce qu'il fallait faire pour aller vers la finance durable. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire, prendre des engagements, définir des indicateurs, être transparent, bien entendu, et dire ce qu'on fait en matière de politique d'engagement actionnarial. Et avec certains fonds, on s'interroge sur ce qu'ils peuvent réellement faire. D'accord. Est-ce qu'ils ont la capacité dans leur stratégie de le faire? Oui. C'est même pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. C'est les actifs qu'ils utilisent, l'action qu'ils mènent. Est-ce qu'elle permet ou non une action, un engagement actionnarial qui a un sens? Alors, on peut s'interroger sur les dérivés, on peut s'interroger sur les fonds monétaires. Donc, une fois qu'on s'est posé cette question,
qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on considère qu'ils ne sont pas labellisables, ou est-ce qu'on se dit finalement il faut peut-être avoir des versions du label, du référentiel qui soient adaptées à ce type à différents types d'actifs, y compris le private equity, mais là dans l'autre sens, parce que ce qu'on nous dit et ce que je comprends parfaitement, c'est que la démarche de dire on enlève les 20% les plus mauvais, c'est pas forcément la logique du private equity qui va aller chercher les meilleurs pour le coup. Voilà. Et donc le label est pas bien, le référentiel n'est pas bien adapté à ça. Donc voilà, l'idée de se dire finalement on a simplifié au début, que voilà, c'était le début. Peut-être qu'il faudrait quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on peut vraiment faire un petit peu de complexité. Donc ça veut dire qu'il y aurait pas vraiment complexité, parce que ça de précision, pardon, oui, de la complexité. Non, mais vous avez raison. On peut considérer que c'est de la complexité. Moi, je considère que c'est de la précision et de la lisibilité. Parce que si on simplifie trop, surtout sur tous nos sujets, de toute façon, finalement, on rend les choses plus complexes. On ne sait pas ce qu'on fait. Et la confiance... Ça veut dire, Michel Papalardo, qu'on pourrait avoir des fonds, si je comprends bien, alors c'est pas acté, mais qu'on pourrait avoir des fonds qui ne pourraient pas être susceptibles de recevoir le label ISR parce que globalement leur activité ne leur permettrait pas de répondre aux exigences. Alors soit c'est ça, soit on fait en sorte d'avoir des versions des labels adaptées à chaque type d'activité. À l'activité. On s'interroge aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet qu'on n'avait pas complètement en tête au début, je vous en avais pas parlé, et là qui nous paraît effectivement un sujet intéressant et à traiter, en fait, vraiment à traiter. Alors, il nous reste quelques secondes pour parler du calendrier, et peut-être un petit mot aussi on a un autre label emblématique en France qui est le label Greenfin. Il y a des questionnements, on lit qu'il pourrait revenir sous la houlette du label ISR sur la partie environnement. Ça, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez également ? Pas sous la partie environnement, sur la partie ISR. D'accord. En fait, le label Greenfin, alors lui, c'est un label effectivement environnement et même climat. Bien sûr, très axé climat, donc thématique en fait. Mais il a quand même une base qui est de dire on fait quand même de l'ISR. Il faut pas qu'on soit mauvais sur le S ou sur le G. Et donc pour cette base-là, on pourrait peut-être, ça fait partie des échanges que nous avons, on pourrait peut-être considérer que le label ISR est un label de base, un socle en fait, sur lequel on peut ajouter des thématiques, notamment la thématique climat, qui est celle de Greenfin. Ça peut être d'autres thématiques, pourquoi pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, il me semble, les épargnants, les investisseurs, ils peuvent tout à fait avoir envie, justement, dans un objectif de lisibilité, d'aller sur du thématique. Mais tout en ayant la certitude et la confiance dans le fait que, globalement, on fait des choses bien quand même. Une dernière question avant de conclure, Michel Papalardo. Quand est-ce qu'on saura définitivement? Alors, nous, on vise pour l'été de proposer au ministre, toujours pareil, de proposer au ministre les grandes orientations sur ces questions-là, une ou deux autres, enfin c'est ces questions-là, de manière à ce qu'on sache si ça colle, si ça marche bien, que les uns et les autres puissent réagir aussi sur ces propositions, et qu'ensuite on puisse passer les derniers mois à écrire tout ça. Et en étant sûr qu'on a les informations nécessaires pour faire ce qu'on veut faire, parce que sinon, on se fait plaisir et ce n'est pas satisfaisant. Rendez-vous donc cet été, si je comprends bien, pour les propositions, donc peut-être en septembre pour avoir un petit peu plus de recul par rapport à ces propositions. Merci beaucoup, Michel Papalardo. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label ISR. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au capital investissement ou private equity. On a envie de se poser la question ensemble du fonctionnement de ce thématique d'investissement, de cette façon d'investir, étant donné que le capital investissement intéresse de plus en plus de particuliers. Pour vous donner quelques chiffres, sur l'année 2021, le private equity ou capital investissement affichait une collecte de 24,5 milliards d'euros, donc 24,5 milliards d'euros de capitaux levés. Et sur ces 24,5 milliards d'euros, près de 4,8 milliards d'euros provenaient de particuliers, alors de particuliers ou de fonds, ou en tout cas de family office, mais aussi de capitaux levés à travers des contrats d'assurance vie en unité de compte, à savoir ouverts à tous les épargnants. Une question qu'on a voulu se poser aujourd'hui dans Smart Patrimoine.
Que fait-on de cet argent une fois qu'il est investi sur des fonds de private equity? Et pour cela, nous avons invité 2 experts du sujet pour en parler. Claire Chabrier, tout d'abord, présidente de France Invest. Bonjour Claire Chabrier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et à nos côtés également, Eddy Mizrahi, président de Apax Partners. Bonjour. Eddy Mizrahi. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau également. France Invest, donc l'association du private equity en France, tout simplement. Alors private equity, capital investissement, je rappelle que c'est la même chose pour ceux qui ne le savent pas. Et Apax Partners, donc fonds de capital investissement spécialisé dans tout ce qui est PME et ETI françaises essentiellement. Et européenne. Et européenne. On va voir avec vous dans un instant, Eddy Mizrahi, quels sont les choix d'investissement qu'on fait quand on décide d'aller ou non dans une entreprise. Tout d'abord, Claire Chabrier, quand on parle de capital investissement, en fait, ça recouvre des stratégies et des réalités qui sont très différentes et qui peuvent perdre d'ailleurs un petit peu l'épargnant puisqu'on parle de capital risque, capital transmission, capital développement. Chacun de ces termes a d'ailleurs son pendant anglais qui est aussi largement utilisé, ce qui vient rajouter parfois un petit peu de flou sur le sujet. Quand en tant qu'épargnant, on décide d'aller sur du capital investissement, globalement, on s'expose à quel type de stratégie? Est-ce qu'il d'ailleurs, il faut y réfléchir quand on investit? Alors, on a de la chance, on a un métier qui est très concret. D'accord, oui. On investit dans les entreprises, ça voilà, c'est sûr. On peut facilement expliquer. Donc effectivement, on fait vraiment... Donc France Invest, on représente l'ensemble des acteurs du capital investissement. Donc c'est 400 adhérents chez France Invest et c'est 7400 entreprises accompagnées en France, start-up, PME et ETI. D'accord. Donc vraiment toutes les tailles d'entreprises et dans l'ensemble du territoire français. Donc la caractéristique, je dirais, des investissements et pourquoi on rentre justement dans une entreprise, c'est d'accompagner des dirigeants, des entrepreneurs, à certains moments de croissance dans leur vie de leur entreprise. D'accord. Donc on peut accompagner des projets très innovants. Donc les fameuses start-up, où là, on décide finalement d'investir, de croire dans une idée, dans un projet qui peut-être demain sera disruptif et changera le monde. Donc là, on est au stade de l'idée. On est au stade de l'idée, de la preuve de concept, parfois très en avance, donc c'est ce qu'on appelle le early stage. Mais ça peut être des entreprises, effectivement, qui ont 5-10 salariés, donc qui naissent à partir d'une idée qui peut être très disruptive au départ. Et qui ont besoin de capitaux pour développer l'entreprise. Exactement. C'est ce qu'on appelle le capital risque? C'est le capital risque. D'accord. Voilà, exactement. C'est le début de la vie, finalement, d'une entreprise. Ensuite, l'entreprise grandit, elle devient une PME, puis ensuite une ETI, et c'est dans ces moments-là, en fait, où on peut aussi intervenir, parce que quand ces entreprises grandissent, elles ont des moments d'accélération de croissance. Donc, par exemple, un développement, une acquisition, une entreprise française qui veut grandir au-delà de ses frontières et racheter un concurrent qui est un concurrent international, eh bien, c'est à ce moment-là aussi qu'on va intervenir, les acteurs du capital investissement, pour accompagner ces entreprises. Donc, bien sûr, en financement, mais pas uniquement. Parce que je crois que c'est ça, si on veut bien comprendre le métier qu'on fait, c'est la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est-à-dire notre expertise, notre expérience qu'on apporte aux entrepreneurs dans ces situations. On n'est pas que effectivement dans l'idée de financer effectivement une entreprise, mais dans l'accompagner sur la durée, avec quoi sur des notions de quoi, de stratégie du marché ou d'enjeux finalement qui peuvent toucher telle ou telle entreprise. Alors effectivement, on est des actionnaires professionnels. Donc, on accompagne les entreprises dans des durées qui vont de 5 à 7 ans, donc c'est du long terme dans cet accompagnement. Et on va être là effectivement sur des réflexions stratégiques. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on consolide par exemple le marché, on va acheter tel concurrent, mais on va aussi accompagner les entreprises à se digitaliser. Et croyez-moi que quand on a traversé la crise Covid, on était assez heureux dans nos portefeuilles d'avoir des entreprises qui étaient digitalisées parce qu'elles ont très bien résisté. Et aujourd'hui, on a d'autres enjeux, notamment la décarbonation, et d'accompagner ces entreprises sur ces sujets de transition environnementale. Ça, c'est un sujet dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Start-up, PME et ETI, et on fait aussi ce travail-là. Donc, j'allais vous poser la question sur les tendances avant de rentrer un peu plus dans le détail des choix d'investissement avec vous, Eddy Mizrahi. Donc là, ce que vous me dites, c'est que les 2 grandes tendances finalement qu'on voit sur les marchés financiers ou autres se retrouvent dans le private equity, à savoir la digitalisation des entreprises et la décarbonation de l'activité. Quand un fonds d'investissement, de capital investissement, va voir une entreprise pour y investir, le sujet de décarbonation de l'activité est aussi un sujet, même si j'ai envie de dire, la discussion est plus confidentielle, donc on pourrait se dire qu'il y a moins de risques réputationnels que sur un marché financier. Non, ça reste quand même un sujet.
C'est un sujet majeur aujourd'hui. Vous savez, on investit dans tous les secteurs. On a parlé des tailles d'entreprises qu'on accompagnait, mais on investit aussi dans des secteurs très différents, puisqu'on investit dans l'industrie, il ne faut pas l'oublier, les biens de consommation, la santé, mais aussi le numérique. Quelle que soit la taille des entreprises et quel que soit leur secteur, elles sont toutes concernées par ce sujet-là. Et nous, c'est très concret ce qu'on fait. Quand on rentre dans une entreprise, on va essayer de comprendre où elle en est sur ce sujet-là. Il n'y a pas de bons élèves ou de mauvais élèves, en fait. On regarde la situation de départ et notre job, c'est de mettre en place, en fait, un plan de transformation et de le suivre année après année pour s'assurer que la société va progresser pendant la durée de notre accompagnement. Avec, j'imagine, quand même des objectifs... C'est quoi? C'est une intégration du risque environnemental dans la stratégie de l'entreprise. C'est si vous n'êtes pas prêt, globalement, vous serez pas, l'activité ne sera pas pérenne sur le long terme. Oui. Alors aujourd'hui, c'est un sujet, les sujets ESG. Je pense que la gouvernance, nous, c'est intrinsèque à notre métier. Mais si on parle du E et du S, donc des sujets climat et des sujets sociétaux, ça va être de se poser les questions de ce diagnostic où on en est et de se dire, effectivement, si la société n'est pas sur un chemin de progression, quel que soit son niveau de départ, on aura un sujet dans quelques années. Et la société, je dirais que c'est un sujet à 360 aujourd'hui pour les entreprises, par rapport à leurs salariés, par rapport à leurs clients donneurs d'ordre, par rapport aux consommateurs qui sont aussi très en attente sur ces sujets-là. Donc oui, si l'entreprise n'a pas mis en place ce plan d'action très concret, ça sera compliqué pour elle en termes de prise de part de marché, en termes d'attractivité dans 5 à 7 ans. Et Eddy Mizrahi, à la lumière de ce que vient de nous dire Claire, donc Apax Partners investit, donc on l'a dit, principalement dans des PME et ETI françaises et européennes. Quand on décide d'aller quand on décide d'investir dans telle ou telle entreprise, après on se posera la question de l'accompagnement de celles dans lesquelles on investit déjà. Quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui? Alors en fait, moi je ne peux parler que de la stratégie d'investissement d'Apax, évidemment. Bien sûr. Mais comme vient de l'expliquer Claire, je crois qu'aujourd'hui on a 400 membres à peu près actifs chez France Invest. Donc vous avez 400 sociétés de gestion qui ont toutes des stratégies d'investissement, on va dire, différentes ou différenciées. Donc, chez Apax, on a choisi d'être dans le segment du capital transmission. Donc, on achète en priori une majorité du capital d'une entreprise à son fondateur ou à ses dirigeants, à ses actionnaire. Et on va aider cette entreprise à se développer. Je crois que c'est vraiment le concept de base, c'est on est là pour développer l'entreprise parce que on doit rendre un rendement financier à nos investisseurs. Bien sûr. Et donc, le meilleur moyen de générer ce rendement financier, c'est de développer l'entreprise. Donc, chez Apax, c'est très simple. On cherche, moi, j'ai tendance à dire qu'on cherche de très, très belles entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont en croissance, dans un marché en forte croissance. Et elles ont une très bonne équipe de management à leur tête. Elles ont un produit ou un service très différenciées et elles ont surtout une vision très claire de là où elles veulent aller pour les 5-7 prochaines années. Alors, ma question va vous faire sourire, mais c'est une idée reçue. Si on est sur une entreprise rentable en croissance, sur un marché en croissance avec un bon management, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un fonds et de financement supplémentaire ? Alors, il ne s'agit pas forcément de financement supplémentaire, c'est que vous avez des actionnaires qui souhaitent céder leur entreprise. D'accord. Parfois, ce sont les dirigeants eux-mêmes. Donc, on est là pour la racheter. D'accord, pour offrir une deuxième vie à l'entreprise, d'accord. Absolument. Et dans le financement de l'opération, on prévoit évidemment des capitaux propres ou de la dette parfois, qui vont permettre d'assurer ce plan de financement, ce plan de croissance. C'est tout bête. C'est tout bête. Et donc, en fait, effectivement, il faut préciser que cette stratégie de capital transmission, en fait, ça vient assurer la continuité de la vie de l'entreprise quand les actionnaires ou l'actionnaire majoritaire décident que c'est peut-être la fin de son parcours à lui et qu'il faut faire ça de manière progressive. Absolument. Et donc, comment on le fait? Alors, ça, ce sont des critères, mais il y a beaucoup d'autres critères. Bien sûr, oui. Vous pouvez l'imaginer. Je crois que c'est probablement ce qui fait la plus grande différence entre le côté et le non-côté, c'est que nous, on passe des mois à décortiquer l'entreprise. Des audits, des études de marché, on fait travailler beaucoup de consultants sur tous ces domaines. Quand on achète une action cotée, on ne sait rien, quasiment, à part ce qui est public sur l'entreprise. Bien sûr, oui. Donc, on passe énormément de temps en due diligence pour se conforter
avec, je dirais, ce qu'on appelle, nous, notre thèse d'investissement, c'est-à-dire on fait l'hypothèse que voilà comment on voit l'entreprise se développer, puis ensuite on vérifie qu'elle a bien tout ce qu'il faut pour y arriver. Et parfois, il manque des petites choses et on les rajoute en cours de route. Les petites choses, ça peut être un renforcement de l'équipe de direction. Prenez une PME française qui veut s'internationaliser, personne n'a d'expérience internationale dans l'équipe de management, eh bien on va l'aider à recruter les bonnes personnes pour qu'elles puissent se développer à l'international, par exemple. Et alors, si je reprends les deux exemples évoqués avec Claire Chabrier, qui est celui de la digitalisation ou de la prise en compte de l'impact environnemental des sociétés, là aussi, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez dire, là, attention, il y a un retard sur ce sujet-là, ou au contraire, le fait que vous soyez suffisamment en avance sur ce sujet-là est un argument en plus pour la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise. Alors, sur le digital, les choses ont beaucoup évolué parce que Apax a été vraiment un des pionniers dans ce domaine. On a commencé à faire leur transformation digitale à nos entreprises en 2013-2014. D'accord. À l'époque, c'était quand même très innovant. Et le digital lui-même a évolué. À l'époque, faire la transformation digitale d'une entreprise, d'abord, il fallait convaincre le dirigeant. Beaucoup de dirigeants nous disaient « Non, moi, je ne peux pas être ubérisé, ça ne peut pas m'arriver. » Ils tiennent le même discours aujourd'hui ? Plus du tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et comme l'a rappelé Claire, la crise du Covid a remis les pendules à l'heure, ouais, si je puis dire. Aujourd'hui, on ne parle plus des mêmes thèmes. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'utilisation des données. Le digital, c'est sans fin. Donc, bien sûr, quand on regarde une entreprise, on va regarder quel est son degré de développement en digital et surtout, comment ça se compare à ses concurrents et qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un avantage compétitif pour cette entreprise à travers cela. Et bien sûr, comme le rappelait Claire, c'est pareil aujourd'hui sur les sujets ESG. Apax a signé les PRI en 2011, donc là aussi on a 10 ans d'expérience dans ce domaine. Mais quelque chose que Claire n'a pas mentionné, c'est que quand elle disait toutes les entreprises sont concernées, c'est vrai, mais on a aujourd'hui une contrainte réglementaire colossale qui nous est imposée à travers la réglementation SFDR, qui de facto oblige les fonds à faire de l'ESG. Alors, quand je veux dire, et en particulier le E aujourd'hui, donc même si une entreprise a une empreinte carbone marginale, une entreprise de 10 salariés, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Oui. Eh bien, elle est concernée. Elle est concernée et on va être obligé, en tant que gestionnaire de fonds, de mesurer leur empreinte carbone et de les faire converger vers un net zéro à une certaine échéance. Donc on mesure et on s'assure que l'entreprise prend des mesures pour faire baisser son empreinte carbone. Alors, ce sera le mot de la fin de cette émission pour essayer de vous faire comprendre effectivement comment fonctionne le private equity. Juste une toute petite dernière question pour vous, Claire Chabrier, très rapidement. Là, on a effectivement parlé des choix d'investissement dans une entreprise. Un fonds de capital investissement, aujourd'hui, c'est combien d'entreprises en moyenne ? C'est possible de donner un montant ou ça dépend vraiment des stratégies ? Ça dépend, mais je dirais que c'est un fonds, c'est une quinzaine d'entreprises. D'accord. En moyenne. Une quinzaine d'entreprises, donc avec ensuite des stratégies d'investissement ou des choix d'investissement. Mais ce dont on a parlé avec vous, Eddy Mizrahi, on le multiplie par 15 effectivement dans un fonds avec des niveaux de risque et de stratégies différentes inhérentes à chaque entreprise. Merci beaucoup, Claire Chabrier, présidente de France Invest. Merci Eddy Mizrahi, président de Apax Partners. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.